quel moment vous avez compris qu'Internet prendrait une place si grande dans notre vie? Google. Facebook. Wikipédia. iPhone. Ceux qui ont cru en Internet avant tout le monde, et plus globalement dans à peu près n'importe quelle innovation, ont bien souvent été à l'origine d'empires. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, et il suffit de voir les ventes de leur biographie pour comprendre à quel point les gens adorent les success stories. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'une d'entre elles. Wirecard. Un scandale financier de première ampleur ébranle l'Allemagne depuis plusieurs jours. Former chief executive of Wirecard, Marcus Brown, has been arrested. Would you be interested in some German gangsters? Internet, c'est le témoin privilégié de l'histoire du XXIe siècle, sur lequel on peut tout faire, ou presque, communiquer, lire, regarder, interagir, travailler, payer. Payer. Avec un peu de recul, c'est certainement ça qui a le plus révolutionné notre quotidien. Payer partout, tout le temps, n'importe comment, avec n'importe quoi. Et ça, une entreprise l'a compris, et bien avant tout le monde. Cette entreprise, c'est Wirecard, et elle l'a compris en 99, alors que la plupart des forfaits internet étaient encore limités à 20 heures par mois. Cette vision, cet avantage, ce pas en avance va permettre à l'entreprise spécialisée dans les technologies et les services financiers de devenir, en moins de 20 ans, une licorne, l'une des 30 entreprises les plus puissantes d'Allemagne, dépassant les 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais ne vous y méprenez pas, l'histoire de Wirecard cache, tout comme les comptes de sa société, un destin bien plus funeste. Fraude, corruption et espionnage, anatomie d'une chute. Programmée. Je vous ai dit que l'histoire débutait en 99, mais elle va plutôt réellement démarrer en 97. Tout va commencer par un verre de vin. Assis dans son canapé, Peter Herold réfléchit à l'idée du siècle. Ça va vous paraître impensable aujourd'hui, mais à l'époque, Internet était un luxe que peu de personnes pouvaient se permettre d'avoir chez soi. Les paiements sur Internet étaient rares, le premier ayant eu lieu à la toute fin des années 80. Malgré tout, quelques rares transactions s'effectuaient avec un problème majeur, la sécurité. Son idée originelle, implémenter un mécanisme de confiance qui assurait au vendeur le paiement et à l'acheteur de recevoir son bien. Boum, Wirecard est né. Une tierce partie, une autorité centrale permettant d'assurer la sécurité de paiement entre deux parties. Le traitement de paiement en ligne en 97, Peter était très en avance, même sur Elon Musk et PayPal, son principal concurrent qui ne sera créé qu'un an plus tard, en 98. L'entreprise va grossir rapidement pour atteindre en 2000 un peu plus de 60 employés. Parmi eux, un jeune Autrichien va rejoindre les rangs, Jan Marsalek. Sans diplôme, il avait tout de même fondé en 99, à l'âge de seulement 19 ans, un logiciel de e-commerce, ce qui lui permettra de gagner la confiance de Peter et de rejoindre l'équipe technique. Sauf que, fin 2001, une énième bulle spéculative va éclater. La bulle Internet, entraînée par l'euphorie de l'essor des nouvelles technologies, a comme toujours été source de spéculation et de surévaluation. Et il faut revenir jusqu'ici pour comprendre le pilier fondateur de Wirecard. À l'époque, alors que le marché venait de voir plus de 150 milliards de dollars se volatiliser, comme ça, bon nombre d'entreprises, face à la pression des analystes et des investisseurs, ont surévalué artificiellement leurs comptes. WorldCom overstated its pre-tax income by more than $5 billion. Ça a l'air si facile. Pourquoi pas nous? Mais la crise frappe fort, à tel point que Wirecard est à deux doigts de fermer ses portes, et Peter Herold, le fondateur, doit lâcher les rênes de son bébé. Et c'est à ce moment-là qu'un homme providentiel va venir sauver l'entreprise. Cet homme, c'est Marcus Brown. I always like to keep the face where I'm showing off as short as possible. Un Autrichien, longiligne, rasé de près, avec la parfaite allure du PDG moderne, prêt à révolutionner l'industrie financière allemande. En plus de l'image, l'expérience suit. Il débarque d'un des 4 plus gros cabinets d'audit de la planète, KPMG. Il arrive en 2002, réinjecte de l'argent dans Wirecard, structure la société et décide d'axer le développement de l'entreprise sur les transactions liées aux jeux d'argent en ligne et l'industrie pornographique. Et là, à défaut d'être éthique, c'est extrêmement rentable. Il fera du jeune Jan Marsalek son élève, et le destin de ces deux hommes va se retrouver lié à tout jamais. À partir de là, l'ascension va être phénoménale. Marcus, we cannot talk about the future without payments. And you're kind of a leader in the space. You've been there at Wirecard for 16 years. You saw it grow from a little bit of employees to, gosh, like almost 4,000 now. How did you get to this success? What have you guys been doing so right? En l'espace de 3 ans, l'entreprise va exploser.
Le système de sécurité de paiement mis en place par Wirecard ne se limitera plus aux 7 péchés capitaux. 2005, l'entreprise se retrouve cotée à la bourse de Francfort. Sauf que déjà là, la firme va réussir à contourner le processus classique d'introduction en bourse. Normalement, pour entrer en bourse, une entreprise doit faire une IPO, c'est-à-dire introduire sur le marché un certain nombre de ses actions avec un prix initial avant que le marché fasse son travail. Pourtant, Wirecard va s'éviter tout ça. Pour se retrouver cotée, elle va racheter Infogenie, une entreprise déjà en bourse, et en récupérer sa cotation. Cette manipulation parfaitement légale va surtout permettre à la future licorne d'échapper dès ses débuts aux examens approfondis de ses comptes par les régulateurs du marché. À quoi bon vérifier les comptes d'une entreprise qui génère autant d'argent? Et que diable des soupçons d'irrégularité qui pesaient sur l'entreprise depuis 2004. Wirecard explose et ce n'est que le début. Et le plus si jeune Marsalek y était au début. Et il a bien grandi, devenant en 2006 le directeur opérationnel de Wirecard. Il devient alors le bras droit de Markus Brand et va alors s'atteler à développer l'entreprise sur l'ensemble du continent asiatique. La même année, l'entreprise allemande obtient une licence bancaire complète, ce qui va lui permettre, encore un peu plus, d'accroître son développement. You have your own bank? That's pretty fucking cool. En 2008, face à une nouvelle attaque concernant de potentielles fraudes, l'entreprise n'ira en bloc, mais pas que. Elle va engager l'un des plus grands cabinets d'audit de la planète, Ernst & Young, pour examiner les comptes de la néobanque. EY les validera et deviendra l'auditeur attitré de la firme allemande pendant les 10 années qui suivront. Circuler, y a rien à voir. Avec la validation de ses comptes par l'un des cabinets d'audit les plus respectés de la planète et le soutien inconditionnel des autorités de régulation allemandes, rien ne peut venir entraver le succès de Wirecard. Et les chiffres donnent le tournis. L'entreprise va connaître entre 2004 et 2018 une croissance moyenne de 30% par an, avec des profits multipliés par 70 sur la période. Ce qui permettra à l'entreprise d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards en 2019 et une valorisation boursière à plus de 22 milliards d'euros. The European PayPal, 28 milliards d'euros. kind of like an unbelievable story. Ça y est, Wirecard y est. Ils sont au sommet. Ils viennent même de déloger Commerzbank, la deuxième plus grosse banque allemande dans l'indice DAX, l'équivalent de notre CAC 40 en septembre 2018. Wirecard est partout, déployant des filiales dans le monde entier, 55 au total à travers 4 continents. La vedette de la tech est au sommet. Sponsoring, internet, presse, finance, c'est LA fierté allemande. À tel point que même Angela Merkel, la chancelière allemande de l'époque, fera la publicité lors d'un voyage en Chine en 2019. Sauf que, derrière ce succès public, se cache une réalité bien plus sombre. Une fraude généralisée, organisée, qui dure depuis des années et que la presse a tenté, à de maintes reprises, de révéler. En 2016, les premières rumeurs sérieuses étaient déjà apparues grâce à un analyste britannique, Matthew Earl, surnommé le Destroyer Noir par la City de Londres. Matthew Earl, c'est un short-seller, c'est-à-dire qu'il parie sur la baisse de la valeur de l'entreprise en bourse. Et son enquête de plus de 100 pages sur la firme allemande est le premier clou dans le cercueil de Wirecard. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, fraude, le rapport est sans équivoque, prédisant la chute programmée, inéluctable de l'entreprise allemande. Dans un premier temps, ce rapport va faire chuter le cours de l'action de Wirecard, perdant plus de 20% de sa valeur de l'époque. On pourrait croire que c'était le début de la fin. Les preuves semblaient intangibles, irréfutables, et pourtant, ce n'était que le début. That's now a tough one. Publiquement, la réponse de l'entreprise allemande est cinglante. Le groupe ne craint pas de perdre le moindre de ses clients, mais en privé, c'est encore pire. Il faut le faire taire, coûte que coûte. D'abord, la pression. L'entreprise dispose de moyens à la hauteur d'une petite nation, et l'analyste se retrouve traqué, espionné, ciblé par l'entreprise qui pèse plus de 4 milliards de dollars en bourse à ce moment-là. Comme les moyens d'une petite nation ne suffisent pas à masquer l'indéfendable, l'administration allemande va aussi se mettre sur le coup. La BaFin, le régulateur du marché allemand, va se rendre complice de Wirecard. Plutôt que d'enquêter sur l'entreprise allemande sur la base du rapport de plus de 100 pages à leur disposition, c'est Matthew Earl et son entreprise qui vont se retrouver ciblés par une plainte. Muselé, décrédibilisé, l'analyse de Matthew Earl est balayée du revers de la main. Et la marche en avant de Wirecard repartira de plus belle en seulement quelques semaines. À tel point qu'alors que l'enquête du Destroyer Noir envoyait l'entreprise à la banqueroute, celle-ci doublera son chiffre d'affaires entre 2016 et 2018. Wirecard, c'était la success story, la réponse aux titans de la Silicon Valley. Il est hors de question que celle-ci puisse s'effondrer.
My name is Dan McCrum. I'm a member of the investigations team at the Financial Times. C'est le Financial Times qui rajoutera le deuxième clou dans le cercueil de Wirecard, et le troisième, et presque tous ceux qui vont suivre. En janvier 2019, il publie le premier d'une série de 3 articles concernant des soupçons de fausse comptabilité et que la filiale Asie-Pacifique de Wirecard avait créé et antidaté de faux contrats dans le but d'artificiellement gonfler le profit de l'entreprise. Ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. L'heure a sonné pour l'entreprise allemande. Toujours pas. Malgré les révélations de l'éventualité d'une fraude en Asie, l'État allemand et la BaFin, son autorité de régulation, vont une nouvelle fois se ranger du côté des fraudeurs. D'abord, elle va interdire le short selling, c'est-à-dire de parier à la baisse sur les actions Wirecard en février 2019. L'État-providence, n'est-ce pas ? Mais surtout, l'autorité de régulation a lancé une enquête sur Dan McCrum, le journaliste du Financial Times à l'origine de l'article. The German regulators began to investigate me and my colleague Stefan Palmer, who wrote the first Wirecard stories with me as well. Wirecard va réfuter les allégations et suivra la BaFin en portant plainte contre le Financial Times pour rapport non éthique et manipulation de marché. There was a report in the Financial Times that you've taken issue with. That's untrue. Le schéma ne vous rappelle rien ? C'est bien main dans la main avec la justice allemande que l'entreprise réussit à chaque fois à sortir indemne, voire enhardie à chacune de ses accusations. Okay, you're back to business, and that's good to hear, Marcus. There might be some investors, though, who want a little more clarity on what's been going on. Mais pas cette fois. En octobre 2019, face au 3e article du Financial Times remettant en cause le business model tout entier de Wirecard, l'entreprise est obligée d'agir. Et alors, dans l'espoir de freiner sa chute et de rassurer ses investisseurs, l'entreprise allemande engagera KPMG, l'ancienne entreprise de Marcus Braun, pour conduire un audit soi-disant indépendant. En mars 2020, Wirecard va annoncer que KPMG n'a pas trouvé d'anomalie dans sa comptabilité. Tout serait donc faux, une vendetta, de la jalousie, un complot, une tentative de déstabilisation orchestrée par le Financial Times, l'un des quotidiens économiques les plus influents de la planète. Non. Le 30 avril, le coup près tombe. KPMG, et ce malgré la connivence évidente entre Marcus Braun et son ancien employeur, l'auditeur annonce ne pas être en mesure de rendre de conclusion concernant les comptes de la licorne allemande. Un silence en guise d'aveu. À la mi-juin 2020, la chute va s'accélérer. D'abord, le 18 juin, Ernst & Young refusera mystérieusement de certifier les comptes de Wirecard. Leur auditeur attitré depuis plus de 10 ans sans le vent tourner et tourne le dos à la firme allemande, déclarant que plus de 1,9 milliard d'euros manquent à l'appel dans le bilan du groupe. C'est un trou de 2 milliards d'euros dans ses comptes, rien que ça. Et il ne faudra pas longtemps pour que tout le monde suive. L'effondrement sera aussi spectaculaire que rapide. Et même si l'entreprise, par le biais de son PDG, Marcus Braun, le Steve Jobs autrichien, tenteront de jouer la carte de la fraude externe, c'est trop tard. Tout le monde a compris. Il démissionnera le 19 juin 2020 et sera arrêté seulement 4 jours plus tard. We've learned that they issued an arrest warrant for Marcus Braun and then he turned himself in late Monday. Mais il sera libéré aussitôt contre le versement d'une caution de 5 millions d'euros. À peine sorti, il vendra illico quasiment l'intégralité de ses parts pour environ 155 millions d'euros, alors que les actions de l'entreprise valaient encore quelque chose. I just want to say I'm also a pathologic optimist. Peu importe le sort des quelques 5500 employés de l'entreprise, pourvu que le parachute doré soit suffisant pour sa retraite. C'est fini pour Wirecard. Rideau. En 3 jours, l'action ne vaut presque plus rien. Le succès de la licorne allemande était, comme cet animal, fictif. Questions around where over $2 billion of its money went. On Monday, Wirecard said that missing money likely never existed in the first place. Le 25 juin 2020, soit seulement une semaine après la non-validation des comptes par Ernst & Young, l'entreprise dépose le bilan. Une première pour une entreprise cotée en bourse en Allemagne. Au cours de l'été, l'entreprise sera démantelée par un administrateur judiciaire réellement indépendant. Et quelle ne fut pas la surprise générale lorsqu'il rendra son analyse de la comptabilité du groupe. Un actif de 428 milliards d'euros et des dettes de plus de 3,2 milliards. Tout n'était qu'un tissu de mensonges. Une entreprise cotée au DAX, comment était-ce possible? Comment ont-ils fait pour mentir, frauder, tricher, gonfler artificiellement leurs comptes sans jamais se faire pincer? C'est certainement là que Jan Marsalek, le protégé de Marcus Braun, est rentré en jeu. Jan Marsalek, c'est l'énigme, le morceau manquant, la pièce maîtresse du puzzle Wirecard. Qui était cet homme? Ce fameux bras droit en charge du développement du commerce en Asie. Pourquoi?
Parce que c'était bel et bien là-bas que la fraude s'opérait. Comment? Et c'est là que ça devient encore plus déroutant. Officiellement, pour opérer dans certains pays d'Asie et de Moyen-Orient où ils ne disposaient pas d'autorisation nécessaire, Wirecard avait recours à des tiers parties, des entreprises qui agissaient pour le compte de Wirecard en tant que validateur de paiement. En échange des affaires apportées par Wirecard, les entreprises versaient des commissions à l'entreprise allemande sur des comptes séquestres, c'est-à-dire que les sommes étaient bloquées jusqu'à la fin de la validation de l'acte de vente. Dans les comptes de l'entreprise en 2001, ces comptes séquestres étaient bizarrement évalués à, je vous le donne en mille, bingo, 1,9 milliard d'euros. La réalité, ces entreprises étaient des sociétés écrans, toutes dirigées par des ex-employés de Wirecard, dans l'unique but de pouvoir générer des lignes comptables falsifiées. The fact that the $2.1 billion, 1.9 billion euros, at first went missing and now appears to have never been there, was always our belief that in fact this company probably was never profitable. Ça, c'était l'effet Kiss. Maintenant, je vais vous donner l'effet cool. Au fur et à mesure de l'enquête, il s'est avéré que Wirecard s'est fait siphonner ses comptes seulement quelques mois avant son effondrement, alors même que l'entreprise se battait officiellement pour prouver son innocence. Comment? Une fraude encore, mais avec un autre schéma cette fois-ci. De janvier à mars 2020, soit seulement 3 mois avant l'effondrement, Wirecard a fait sortir 870 millions d'euros de sa trésorerie à justement ces sociétés écrans, sous forme de prêts non sécurisés. Toutes les investigations pointent au même endroit, vers un homme, Jan Marsalek, coupable désigné. C'était lui qui était en charge du développement de l'Asie. C'était lui qui était en charge de l'acquisition des entreprises tiers parties. C'était lui la clé de toute cette histoire. Sauf que, depuis le 18 juin 2020, l'ancien directeur des opérations s'est évaporé. Il se serait enfui à bord d'un jet privé ayant décollé depuis l'Autriche. Et il demeure encore à ce jour introuvable. L'une des dernières personnes à l'avoir vu, c'est Christoph Bauer, qui était le manager de la région asiatique. Et Christoph Bauer sera retrouvé mort à Manille. Encore à ce jour, il est recherché par Interpol, sur la liste rouge des fugitifs les plus recherchés du monde, et est soupçonné d'être protégé par la Russie. British prosecutors say they suspect a former executive at the German financial tech company Wirecard, who was accused of fraud, of also running a Russian spy ring. Depuis, le scandale se poursuit en Allemagne et 3 des dirigeants, dont Markus Braun, ont été renvoyés en prison. Les investigations prouvant qu'il était bel et bien de mèche, et ce depuis au moins 2015. Les enquêteurs ayant réussi à prouver qu'il avait lui-même décidé de gonfler le bilan de la société en inventant des recettes. And now I think I have talked enough. Mais ce n'est pas tout, l'ensemble du gouvernement allemand est mis en cause. Angela Merkel a été auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur le scandale Wirecard. Le ministre de l'économie lui-même est au courant que des enquêtes étaient en cours dès février 2019 contre la licorne allemande. Et lui aussi, tout comme les autorités de régulation, n'a rien fait. Personne n'a rien fait. L'inaction face à un tel mensonge est stupéfiante. Que ce soit de la part des politiques, de l'administration, mais aussi et surtout de la part des cabinets d'audit qui ont examiné les comptes de la société pendant plus de 20 ans. Encore à ce jour, le procès est en cours et devrait se terminer en 2024, alors que beaucoup de questions restent sans réponse. Qui sont les coupables? Markus Braun, Marsalek, les cabinets d'audit qui ont couvert les traces de l'entreprise pendant des années, les autorités de régulation, ils ont tous détourner le regard. Ils ont choisi délibérément de fermer les yeux, alors même que des enquêtes journalistiques avaient annoncé pendant des années la plus grosse fraude que l'industrie financière allemande n'ait jamais connue. Le rêve était certainement trop beau, trop grand. L'Allemagne tout entière s'est prise à rêver, à se voir concurrencer la Silicon Valley, retrouvée aveuglée face à l'évidence. L'effondrement de Wirecard était programmé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous laisser, je voulais vous remercier. On vient de dépasser les 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment un énorme panier pour moi. Donc pour marquer le coup, j'avais envie de commencer cette nouvelle étape avec vous. Du coup, la chaîne va changer de nom et c'est vous qui décidez. Rendez-vous dans l'onglet communauté pour voter, il y a sûrement un lien que je vais mettre juste ici ou là. Et c'est le nom qui aura le plus de votes au 31 décembre 2023 qui deviendra le nom de la chaîne. Je prépare d'ailleurs un très gros sujet pour ce nouveau chapitre qui arrivera début 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année et d'ici là, portez-vous bien.